Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Mohamed El-Hommoussani et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Ashraf. Et on commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi regagne le pays après avoir participé au sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'émissaire spécial du président américain poursuit ses entretiens à Beyrouth dans le but de parvenir à un cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Mort de 17 personnes, dont un bébé, dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien. Nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné le pays après avoir participé au sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil. Le président el-Sisi avait participé aux réunions du G20 en réponse à l'invitation de son homologue brésilien Lula da Silva. La conférence a appelé dans une déclaration conjointe à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. La conférence a également souligné l'urgence d'augmenter l'aide humanitaire et d'améliorer la protection des civils. En outre, le sommet du G20 a appelé à la fin de la guerre en Ukraine. Le sommet a également vu le lancement de l'Alliance mondiale pour la lutte contre la faim et la pauvreté, citant que l'Égypte a rejoint cette alliance croyant en l'importance de relever ces défis. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé la position inchangée de l'Égypte soutenant Gaza et le Liban, et ce, lors de sa participation au sommet du G20. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, Dr Madbouli a indiqué que l'État accordait un intérêt majeur à l'industrie. C'est pourquoi le constructeur automobile Nasr Auto est de nouveau mis en fonction. M. Madbouli a souligné que des accords sont signés pour la production de nombreux et divers types dans cette usine, rappelant que Nasr Auto fait part du patrimoine de l'Égypte et que sa mise en fonction fait part de la stratégie de l'État. Évoquant le programme des cotisations, Dr Madbouli a indiqué que ce programme ne vise pas la vente, mais qu'il a pour but de mieux exploiter les biens de l'État. Il a également annoncé la création du Conseil suprême de la construction automobile, assurant que l'État offrait de nombreuses primes pour localiser cette industrie et lever à 75% le taux du composant local. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a mis l'accent sur la position dont jouit la République de la Corée en tant que l'un des partenaires distingués de l'Égypte en Asie. Il a affirmé que la coopération entre l'Égypte et la République de la Corée constitue un exemplaire unique des partenariats fructueux à travers la mise en place de nombreux projets pionniers en Égypte d'une manière qui va de pair avec les objectifs de l'État égyptien dans le domaine du développement durable. Madbouli s'exprimait lors de sa réunion avec Chang Won-sam, président de l'agence coréenne de la coopération internationale COICA et la délégation l'accompagnant. La réunion s'est déroulée en présence de la ministre de la coopération internationale et de l'ambassadeur de la Corée en Égypte. À la suite de la réunion, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a assisté à la signature des lettres du don coréen pour la deuxième phase du projet de renforcement des capacités de l'enseignement et de la liaison entre l'université de l'industrie dans l'université technologique de Beni Suef. Il s'agit du don de 8 millions de dollars américains accordé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les lettres mutuelles du don étaient signées par Dr Rani al-Mashar, ministre de la Planification et de la Coopération internationale, sur Kim Yong-yeon, ambassadeur de la Corée en Égypte. Selon Mme al-Mashar, ce nouvel accord fait part des efforts déployés par l'Égypte afin de renforcer l'enseignement technologique et de relier à l'industrie afin de réaliser le développement durable et assurer des emplois prometteux aux jeunes Égyptiens.
Passons au Liban, où l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein poursuit aujourd'hui ses entretiens à Beyrouth dans le but de parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne qui se sont encore affrontés dans le sud du pays. L'Agence nationale d'information libanaise a fait aujourd'hui état de violents affrontements dans le sud du pays et a ajouté que les forces israéliennes tentaient de progresser vers les collines de Kfar Shouba sous une intense couverture de l'artillerie et de l'aviation. L'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, avait présenté jeudi dernier au Premier ministre libanais Najib Mikati et au chef du Parlement Nabih Berri un plan en 13 points prévoyant une trêve de 60 jours et le déploiement de l'armée dans le sud du Liban. L'armée d'occupation israélienne a annoncé aujourd'hui avoir visé plus de 100 cibles terroristes en un jour au Liban, où elle combat le mouvement du Hezbollah, dont elle dit aussi avoir tué 2 commandants dimanche. Les tirs de roquettes quasi quotidiens ont entraîné le déplacement de plusieurs dizaines de milliers d'habitants du nord d'Israël. Quelques 60 000 attendent toujours de pouvoir retourner chez eux. Disons vouloir empêcher le Hezbollah de mener des attaques sur son sol. Israël a lancé le 23 septembre une intense campagne de bombardement au Liban et déclenché 7 jours plus tard une offensive terrestre dans le sud du pays. Et dans les territoires palestiniens occupés, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 17 personnes, dont un bébé, dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien. Des tirs nocturnes de l'artillerie israélienne ont tué un bébé dans le camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. 2 autres personnes ont été tuées. L'ambassade des États-Unis à Kiev a mis en garde contre une possible attaque aérienne significative aujourd'hui, au lendemain de la promesse de la Russie de réagir aux tirs de missiles américains à longue portée par l'Ukraine sur son territoire. L'ambassade a indiqué sur son site internet avoir reçu des informations précises concernant une possible attaque aérienne significative le 20 novembre. Par mesure de précaution, l'ambassade a décidé de fermer, a invité les employés à se mettre à l'abri sur place, a recommandé à ses ressortissants de se préparer à s'abriter immédiatement en cas d'alerte aérienne annoncée. La Chine a appelé aujourd'hui au calme et à la retenue au lendemain de la signature par le président russe Vladimir Poutine du décret élargissant ses possibilités de recours à l'arme nucléaire. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré la position de la Chine qui encourage toutes les parties à la désescalade et à s'engager en faveur d'une résolution politique de la crise ukrainienne reste inchangée. Hier, Vladimir Poutine a signé un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev a frappé le sol russe avec des missiles à longue portée de fabrication américaine. La ministre espagnole de Transition écologique, Teresa Ribera, candidate au poste de commissaire européenne, a défendu aujourd'hui l'action des services ayant lancé les alertes le jour des inondations meurtrières du 29 octobre, jugeant dangereux de les remettre en cause. La polémique est remontée jusqu'à Bruxelles, où la nomination de Mme Ribera comme commissaire européenne est bloquée par la droite à l'initiative du Parti populaire espagnol, qui lui demandait des comptes sur ces inondations meurtrières. Devant le Congrès des députés espagnols, la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a déclaré qu'elle veut saluer le travail et le dévouement des fonctionnaires qui ont émis les informations comme c'était leur devoir, jugeant profondément injustes et profondément dangereuses les critiques les visant. Depuis la catastrophe qui a fait au moins 227 morts selon un dernier bilan, l'exécutif régional de droite de Valence et le gouvernement central du socialiste Pedro Sanchez s'attaquent sur leur rôle respectif dans la gestion de l'alerte et des secours, très critiqué par les sinistrés. La polémique est remontée jusqu'à Bruxelles, où la nomination de Mme Ribera comme commissaire européenne est bloquée par la droite, à l'initiative du Parti populaire espagnol, qui lui demandait des comptes sur ces inondations meurtrières. Au cours des 5 dernières années, une seule alerte sur 400 concernant de fortes pluies et un risque d'inondation a été émise au niveau rouge, a répondu Teresa Ribera, évoquant l'avertissement le plus pertinent pour pouvoir répondre à l'avance et identifier les moyens les plus adaptés à la protection de la population. Dans une réponse aux nombreuses critiques visant les autorités depuis les inondations, la ministre a conclu qu'ils ne vivent pas dans un état défaillant, ils vivent dans un état de droit et qu'ils ont des services publics qui fonctionnent pour protéger la population.
Les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée au terme des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations de vente de la part des institutions, des fonds d'investissement arabes et étrangers et des investisseurs individuels arabes contre des opérations d'achat de la part des institutions locaux et des investisseurs individuels étrangers. Le capitalisme des actions des entreprises affiliées à la Bourse a perdu près de 3 milliards de livres égyptiennes au niveau de 3 238 milliards de livres égyptiennes au milieu des échanges totaux de près de 44 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a chuté de 0,33% au niveau de 30 587 points. L'indice secondaire EGX 70 a haussé de 0,02% au niveau de 8 283 points. Et l'indice EGX 100 a reculé de 0,09% au niveau de 11 459 points. L'inflation en Afrique du Sud est revenue en octobre à 2,8% sur un an, au plus bas depuis juin 2020, grâce à la baisse des prix du carburant. En contrepartie au Royaume-Uni, et après un plus bas en 3 ans en septembre, l'inflation est repartie à la hausse en octobre, tirée par la montée de prix de l'énergie. L'Office national des statistiques a annoncé qu'après un plus bas en 3 ans en septembre, l'inflation britannique est repartie à la hausse en octobre, tirée par la montée des prix de l'énergie. Cet indicateur s'est hissé à 2,3% sur un an le mois dernier, davantage que les attentes des économistes. L'inflation, qui était tombée à 1,7% le mois précédent, retrouve un niveau qui n'avait plus été vu depuis avril. Selon l'Office national des statistiques, les hausses de prix ont été alimentées le mois dernier par l'augmentation du plafond de l'énergie qui a entraîné une hausse des coûts du gaz et de l'électricité dans le pays. Les factures d'énergie au Royaume-Uni, qui avaient baissé depuis les sommets atteints après le début de la guerre en Ukraine, sont reparties à la hausse en octobre. Le régulateur du secteur a augmenté de 10% la facture de gaz et d'électricité plafonnée pour un ménage moyen. Le régulateur fixe chaque trimestre ce plafond censé prendre en compte les évolutions sur les marchés internationaux et garantir le prix le plus adapté à la fois pour les fournisseurs et les consommateurs. Le budget présenté fin octobre par le gouvernement avait fait des hausses d'impôts colossales et d'emprunts exceptionnels, prévoit aussi d'augmenter le salaire minimum, de geler les taxes sur les carburants, tout en évitant d'alourdir les impôts pour les gens qui travaillent. Les Britanniques ont subi de plein fouet une inflation très élevée ces dernières années, culminant à 11,1% en octobre 2022. L'Égypte, qui pointait en tête du classement du groupe C de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, affrontait le Botswana, deuxième avant le match avec 7 points. Face à des pharaons en bonne forme ces derniers temps, l'équipe du Botswana a tout de même ouvert le score dès le début du match. À la 8e minute, Kebato est venu ainsi débloquer le compteur 0-1. À l'issue de la rencontre, l'Égypte reste premier du groupe C avec 14 points. Et le Botswana reste son dauphin avec ses 8 points. Les deux pays sont qualifiés pour le tournoi. L'Argentine s'échappe en tête des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde de 2026 après sa victoire hier contre le Pérou 1-0 sur une magnifique reprise de volée de Lautaro Martinez. Les champions du monde avec 25 points qui venaient d'essuyer leur 3e défaite 2-1 au Paraguay après des revers contre l'Uruguay et la Colombie ont remis la marche en avant contre le dernier de cette poule unique battu 2-0 à l'aller qui n'a pas encore gagné le moindre match 3 points. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition de Direct. À tout à l'heure.